Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. L'histoire commence par Carlos, une jeune étudiante espagnole de 17 ans qui vient de rejoindre Lycée Valdeolivas, une école ancienne et isolée dans la petite ville de Alcalá de Henares, dans la région de Madrid. L'école, qui date du 19e siècle, présente une architecture imposante, mais à la fois froide et lugubre, avec de longs couloirs mal éclairés. Pendant la journée, l'école est remplie de rires et de conversations, mais la nuit, le lieu prend une aura de mystère, avec des murs qui semblent murmurer d'anciens secrets. Carlos, curieux et attiré par la réputation hantée de l'école, commence bientôt à entendre des rumeurs parmi les élèves sur d'étranges événements qui se produisent la nuit. Des rires fantomatiques, des portes qui se ferment toutes seules et une présence invisible qui semble surveiller chaque recoin du bâtiment. Bien que les autres étudiants évitent d'en parler, certains détails commencent à devenir clairs pour Carlos, comme la vieille femme. Salle 213, où personne n'ose entrer la nuit tombée. Alors que les rumeurs prennent de l'ampleur, Carlos se retrouve intrigué. Cependant, ce qui commence comme une simple curiosité se transforme vite en un défi. Durant la première semaine d'école, lui et ses amis décident d'explorer l'école le soir. Ils veulent prouver que ces rapports ne sont rien d'autre que de simples mythes urbains créés pour effrayer les nouveaux arrivants. Cependant, alors qu'ils commencent à explorer les couloirs sombres de l'école, quelque chose change dans l'air. Carlos ressent une présence constante, comme s'il était observé. Pendant ce temps, la relation entre les étudiants de l'école commence à s'intensifier et un groupe d'étudiants excentriques, connus pour leur lien avec l'occulte, avertissent Carlos et ses amis des dangers de jouer avec ce qu'ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose dans l'école qu'il ne faut pas perturber, quelque chose qui remonte à des événements macabres liés à la fondation de l'école, il y a des décennies. Carlos, avec sa soif de réponse, décide qu'il doit explorer davantage l'histoire de l'école. Il commence à rechercher d'anciens documents dans la bibliothèque et discute avec le concierge, un homme âgé qui travaille à l'école depuis de nombreuses années. Le gardien, d'un air effrayé, dit à Carlos que le salle 213 a été le théâtre d'un événement tragique à la fin des années 60. Un groupe d'élèves a mystérieusement disparu après être entré dans la salle. Et depuis, l'école a été marquée par des incidents inexplicables. La tension monte alors que Carlos et ses amis se préparent à affronter ce qui semble être le plus grand mystère de l'école, sachant que ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent n'est que le début de quelque chose de bien plus sinistre. La nuit tombe, et Carlos et ses amis, plus déterminés que jamais, se rassemblent aux portes de l'école, prêts à explorer les mystères qui entourent l'école. Salle 213. À leur entrée, le bâtiment apparaît encore plus sombre. Les échos de leurs pas se mêlant au bruit lointain du vent sifflant à travers les fenêtres brisées. L'atmosphère dense et froide les entoure et ils ressentent une pression croissante à mesure qu'ils progressent dans les couloirs sombres. Carlos, le cœur battant, ouvre la marche, guidant le groupe vers le couloir où se trouve la fameuse salle. Soudain, les lumières du couloir vacillent et l'espace d'un instant, tout s'éteint. Un silence total envahit les lieux, interrompu seulement par le bruit du vent. Lorsque la lumière revient, ils se retrouvent devant une porte qui semblait auparavant fermée, mais qui est désormais légèrement entr'ouverte. Lorsqu'ils ouvrent la porte, un vent froid les frappe, comme si une force invisible tentait de les expulser. Ils entrent prudemment et l'atmosphère à l'intérieur de la pièce semble figée dans le temps. Des reliques anciennes, des meubles cassés et des papiers éparpillés sur le sol indiquent que personne n'y est allé depuis longtemps. Mais alors que les amis de Carlos explorent, des bruits étranges commencent à remplir l'air, des murmures indistincts, presque comme si quelqu'un l'appelait par son nom. Carlos ressent une sensation de vertige, comme si le temps se déformait. Il essaie de garder le contrôle, mais bientôt une présence invisible commence à se manifester. Il voit brièvement une ombre sortir du coin de son œil, mais lorsqu'il se retourne, elle disparaît. Son cœur bat à tout rompre et il commence à remettre en question sa décision d'entrer dans la pièce. Les amis de Carlos commencent à s'éloigner, chacun ressentant un sentiment de terreur grandissant.
et la tension dans la pièce devient insupportable. Une force invisible les sépare et la pièce commence à se transformer sous leurs yeux, devenant de plus en plus froide et oppressante. La porte dans laquelle ils sont entrés se ferme toute seule avec fracas, les enfermant à l'intérieur. Parmi les amis de Carlos, il y a Lucie, un étudiant qui a toujours eu une attirance inexplicable pour les lieux mystérieux et cachés. Avec sa curiosité vorace, elle est la première à commencer des recherches sur l'histoire de l'école, à la recherche de réponses plus profondes. Elle découvre, à travers d'anciens journaux et dossiers, que la salle 213 était le site d'une ancienne cérémonie occulte organisée par un groupe d'étudiants de l'école dans les années 1960. La cérémonie aurait été interrompue par un accident tragique et par les esprits de ceux qui y ont participé. Hante toujours l'école. La découverte de Lucia devient essentielle pour comprendre ce qui se passe. Mais elle renforce également le sentiment que l'école n'est pas seulement hantée. Quelque chose de plus sombre et de plus profond est en jeu. Et ce qui a commencé comme une enquête de curiosité se transforme rapidement en un combat pour la survie. Alors que les autres tentent de trouver une issue, Carlos commence à remarquer que le temps passé dans la pièce semble fonctionner différemment. Les murs se referment sur lui et la pièce semble de plus en plus étroite. Un cri résonne, mais lorsqu'il se retourne, plus personne n'est au même endroit. La présence invisible, une entité vengeresse du passé, commence à les entourer. Et Carlos se rend compte que, pour s'échapper, ils doivent comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette pièce. Lucia, les nerfs à vif, crie pour obtenir des réponses, mais la pièce l'engloutit dans une vague d'énergie négative. Carlos se retrouve seul, essayant désespérément de se souvenir de tout ce qu'il a appris sur son passé à l'école. Alors que Carlos tente désespérément de comprendre ce qui se passe, il ressent une présence de plus en plus forte et terrifiante. Soudain, une vision terrifiante le paralyse. Il voit les fantômes des étudiants disparus, enveloppés d'ombre, flotter dans la pièce. Ils sont déformés, leurs expressions faciales figées dans l'agonie, comme s'ils étaient coincés entre le monde des vivants et celui des morts. Au milieu du chaos, une voix murmure le nom de Carlos, et il se rend compte qu'il est appelé par quelque chose, ou quelqu'un. Il suit la voix en se dirigeant vers un mur qui semble avoir été construit récemment. Lorsqu'il touche le mur, la surface se dissout, révélant un passage secret qui mène à une salle souterraine, cachée sous l'école. Le passage secret mène Carlos dans une pièce qui ne devrait pas exister. Là, il trouve une vieille bibliothèque avec des livres perchés sur des étagères couvertes de poussière. L'air est lourd et il sent quelque chose de sombre et de maléfique l'observer. Carlos trouve un livre qui semble être le point central de tout, un vieux journal intime d'un étudiant qui a participé à la cérémonie occulte. Les pages révèlent que lors de la cérémonie, les étudiants ont invoqué une entité maléfique et que quelque chose s'est terriblement mal passé. Ils ont essayé de s'arrêter, mais le rituel n'a pas été achevé, laissant les esprits des personnes impliquées piégés dans l'école. En lisant les mots du journal, Carlos ressent une vague de culpabilité, comme s'il avait libéré ses esprits par inadvertance en entrant dans la chambre 213. La tristesse et le désespoir l'envahissent, car il sait maintenant que ses amis sont en danger et il est le seul à pouvoir faire quelque chose pour empêcher le mal de se propager. Soudain, la porte de la bibliothèque se ferme toute seule et une ombre gigantesque commence à se former sur le mur devant Carlos. Il se rend compte que l'entité invoquée par les étudiants est toujours vivante, et plus encore, qu'elle est consciente de la présence de Carlos. La révélation est choquante. Les fantômes ne sont pas seulement des victimes, mais aussi des éléments d'une force qui se nourrit de la peur des vivants. Carlos, qui porte désormais le poids de la responsabilité sur ses épaules, doit affronter l'entité, libérer les âmes piégées et en même temps trouver un moyen de sauver ses amis avant que l'esprit ne prenne complètement le contrôle de l'école. La tension atteint un point insoutenable et Carlos sent que son temps est compté. L'entité commence à se manifester physiquement, prenant forme et avançant vers vous, tandis que les murmures se transforment en un cri assourdissant. Carlos, désormais complètement plongé dans la lutte pour la survie,
sans le poids de la terreur l'envelopper. Il est dans un état de panique, mais en même temps, un courage inattendu commence à émerger en lui. Face à l'entité, il se rend compte que, pour gagner, il ne peut pas agir par pure peur. Il a besoin de trouver en lui une force émotionnelle, quelque chose qui le relie à son propre passé et à ce qui compte vraiment. Alors que la pression monte, Carlos décide que la seule façon de briser le cycle de tourments de l'école est d'affronter directement l'entité. Il se souvient du journal qu'il a trouvé, dans lequel les étudiants précédents avaient tenté d'arrêter le rituel, mais avaient échoué. La clé était dans l'intention. Les étudiants n'avaient pas terminé le rituel, et sans cela, l'entité restait prisonnière entre le monde des vivants et celui des morts. Carlos, le cœur battant et les mains moites, décide qu'il doit terminer le rituel. Mais cette fois, il n'invoquera pas l'entité. Au contraire, il cherchera à le fermer pour toujours, en utilisant les connaissances acquises grâce au journal. Alors que Carlos se prépare à accomplir le rituel, il est obligé d'affronter ses propres peurs. Il se souvient d'un moment de son enfance où il a dû faire face à quelque chose de similaire, un cauchemar récurrent qui le tourmentait, mais qui, confronté de front, s'est dissipé. Ce moment de réflexion, ce dépassement personnel, vous fait comprendre que ce n'est pas la peur, mais le courage face à elle qui vous aidera à vaincre. Avec une détermination renouvelée, Carlos commence à préparer le chantier. Il utilise le journal comme guide alors qu'il tente de dissiper l'énergie maléfique émanant de la pièce. Ses amis, perdus dans une sorte de transe, commencent à se réveiller lentement, confus et terrifiés. Lucia, qui avait été séparée du groupe, retrouve Carlos et, sans un mot, se joint à lui pour tenter de terminer ce que les autres n'ont pas pu terminer. Au fur et à mesure qu'il progresse dans le rituel, l'entité devient plus agressive, essayant d'intervenir. Carlos ressent un froid intense, comme si son âme était tirée, mais il reste concentré. Il commence à remarquer qu'à mesure que le rituel progresse, la présence de l'entité commence à se dissiper. La pièce, qui était auparavant dans l'obscurité totale, commence à gagner en lumière, alors que l'entité est forcée de battre en retraite. Au cours du processus, Carlos se rend compte que pour libérer les esprits piégés dans l'école, il devra également faire un sacrifice. L'entité exige un prix, et ce prix sera la vie de l'une des personnes présentes. Carlos sait qu'il est peut-être le seul à survivre, mais le choix entre laisser le mal continuer ou sauver ses amis pèse sur ses épaules. La douleur et la tristesse d'une éventuelle perte l'affectent profondément. Mais il sait aussi que pour que tout le monde soit sauvé, il doit faire le nécessaire. Le cœur lourd, Carlos prend une décision difficile. Il ne peut pas abandonner ses amis, mais il comprend aussi que le rituel doit être accompli pour que l'école puisse enfin être libérée. Le sacrifice, même s'il n'est pas physique, est émotionnel. Il choisit d'affronter la souffrance et de continuer, sachant que la vie de chacun peut dépendre de cette dernière action. Carlos et Lucia sont dans la dernière étape du rituel, ressentant la pression de l'entité à chaque respiration. La salle 213, autrefois silencieuse, est désormais remplie d'une énergie palpable, comme si l'espace lui-même se déformait. Les murs tremblent, les meubles bougent tout seuls, et les lumières vacillent par intermittence. À chaque pas que Carlos fait, le sentiment de danger grandit, et il sait que le moment décisif est proche. L'entité, ombre colossale, commence à se manifester sous sa forme la plus grotesque. Elle flotte au-dessus d'eux, ses yeux brillants d'une intensité démoniaque, et la pression psychologique qu'elle exerce sur Carlos et Lucia est écrasante. À chaque mot du rituel prononcé par Carlos, l'air devient plus lourd, comme si l'espace lui-même était englouti par une force obscure. L'entité crie, d'une voix si grave et si aiguë qu'elle résonne dans les os de chacun. L'ombre s'approche rapidement de Carlos, menaçant de l'engloutir, mais il ne recule pas. Sa voix devient plus ferme, sa détermination inébranlable, à mesure qu'il poursuit le sort. Lucia, à ses côtés, tient le journal de toutes ses forces, comme si ce petit livre était la seule chose qui les maintenait connectés au monde réel. Soudain, au plus fort du rituel, les ombres deviennent si épaisses qu'elles semblent recouvrir tout ce qui les entoure.
Carlos, sentant le poids de l'univers sur ses épaules, récite la dernière ligne du sort. Et en un clin d'œil, la salle 213 s'illumine. La lumière est si intense qu'elle les aveugle momentanément tous les deux. Lorsque la lumière se dissipe, ce qui était autrefois un chaos d'obscurité et d'effroi devient désormais un espace paisible et vide. L'entité disparaît dans un dernier cri, sa puissance se dissipant comme une fumée. Carlos et Lucia tombent à genoux, épuisés mais soulagés. L'air autour d'eux se calme et le sentiment de terreur qui les enveloppait autrefois disparaît. L'école est enfin apaisée, les esprits libérés. Mais qu'est-il réellement arrivé à l'entité? Et qu'y avait-il d'autre derrière tout cela? Lorsque la tension se dissipe, Carlos se lève et regarde autour de lui. L'école, autrefois pleine d'échos maléfiques, semble désormais silencieuse et vide. Mais alors qu'il s'approche de la porte, une dernière révélation le surprend. Il entend le bruit d'une porte grinçante en arrière-plan, et lorsqu'il se retourne, il aperçoit une ombre familière dans un coin éloigné. Il n'est plus seul. L'entité qui avait apparemment été bannie surveille toujours, non plus comme une menace physique, mais comme un rappel constant. Avec un dernier regard, Carlos comprend que la bataille n'est pas terminée, mais que la paix est enfin revenue pour ceux qui sont coincés dans l'école. L'entité s'est peut-être dissipée, mais les leçons qu'il a apprises sur le courage et le sacrifice demeurent. Et il sait que même si le mal a été affronté, les échos de ses actions résonneront toujours. Après l'intense bataille contre l'entité, l'école semble revenir à la normale, mais Carlos et Lucia savent que la paix peut être temporaire. Les étudiants disparus ne seront jamais retrouvés, mais leurs esprits ont enfin été libérés de la souffrance éternelle. Carlos, désormais plus conscient de ses propres limites et de son pouvoir intérieur, commence à réaliser l'importance du choix qu'il a fait. Non seulement il a réussi à sauver ses amis, mais il a aussi affronté ses propres démons et surmonté sa peur. L'école, bien que silencieuse désormais, porte les cicatrices de ce qui s'est passé. Le bâtiment, avec ses murs et ses couloirs sombres, rappellera à jamais ce qui se cache au plus profond de l'histoire de la ville. Même si la terreur s'est dissipée, le souvenir de ce qui s'est passé là-bas hante encore Carlos et Lucia. Ils savent que les actions d'une génération passée ont laissé une marque indélébile et que le mal, bien que temporairement vaincu, trouvera toujours le moyen de revenir. Alors que l'histoire touche à sa fin, certaines questions restent sans réponse. Le journal, qui contenait les secrets du rituel, se perd dans le chaos de la bataille. Carlos et Lucia étaient-ils vraiment libres de l'entité ou attendaient-ils simplement le bon moment pour revenir? L'école, désormais apparemment paisible, porte un poids invisible. Les fantômes des anciens élèves sont peut-être en paix, mais qu'en est-il de ceux qui ont disparu lors du rituel? L'histoire, en substance, a laissé plus de questions que de réponses. Et les cicatrices psychologiques laissées par les événements persisteront sur Carlos et Lucia. Carlos réfléchit au choix qu'il a fait, tandis que Lucia, encore en train de se remettre du choc, commence à assimiler la profondeur de tout ce qu'ils ont vécu. Ensemble, ils savent que même s'ils ont vaincu le mal, ils ne seront plus jamais les mêmes. Ils ne parlent pas en détail de ce qui s'est passé, mais dans chacun de leurs yeux, il y a une compréhension silencieuse que la terreur ne disparaît jamais complètement. La fin de l'histoire, bien que pleine de soulagement, est également empreinte d'un sentiment de mélancolie. Carlos et Lucia, plus unis que jamais, continuent leur vie, mais chacun porte les cicatrices émotionnelles d'un événement qui les a changés à jamais. Ils savent que même si l'école semble calme et paisible, les échos de leur passé hantent la ville et l'histoire qu'ils ont vécue leur rappellera constamment ce qui s'est passé. Mais malgré tout, la paix règne pour l'instant. Et tandis que Carlos et Lucia regardent vers l'avenir, ils savent que la véritable bataille n'était pas contre l'entité, mais contre leur propre peur et contre le courage d'avancer, même lorsque l'obscurité semblait insurmontable. Après l'achèvement du rituel et la paix temporaire apportée par la défaite de l'entité, Carlos et Lucia suivent des chemins différents, mais toujours avec le souvenir de ce qu'ils ont vécu. Bien que la perversité ait apparemment été éradiquée de l'école, les cicatrices émotionnelles demeurent sur chacun d'eux. Cette expérience les a transformés et leur vie ne sera plus jamais la même.
Carlos, désormais plus mature et introspectif, a trouvé une nouvelle perspective sur la vie. Il commence à voir le monde différemment, plus attentif à ce qui se cache au-delà de la surface. Il a décidé d'étudier l'histoire, avec un accent particulier sur les mystères anciens et l'occultisme. Il sentait que sa mission n'était pas encore terminée et que son implication dans le surnaturel ne s'arrêterait pas là. L'école, bien que désormais vide et sans vie, continuait à l'appeler, comme si elle était un lieu d'apprentissage et, en même temps, d'avertissement. Lucia, quant à elle, a continué sa vie, mais le traumatisme de tout ce qui s'est passé la suivait toujours. Elle s'est éloignée du passé, abandonnant l'école, mais elle avait parfois l'impression d'entendre encore les échos de voix perdues. Même avec un sentiment de liberté, Lucia n'a plus jamais pu marcher seule dans des endroits sombres sans ressentir un frisson dans le dos. Elle a commencé à travailler comme psychologue, essayant de comprendre les limites de l'esprit humain, mais se demandait secrètement si la terreur qu'elle avait vécue à l'école avait laissé une marque qui ne serait jamais effacée. La leçon la plus profonde de l'histoire de Carlos et Lucia est l'importance du courage face à la peur et la nécessité d'affronter l'adversité, non seulement externe, mais interne. La terreur qu'ils ont vécue à l'école était plus qu'un combat contre une entité surnaturelle. C'était un combat contre les limites mêmes de l'esprit humain, contre les peurs et les cicatrices les plus profondes que nous portons de notre passé. Carlos a appris que, même si le chemin était difficile, il devait continuer, que le combat pour la survie et la vérité en valait la peine, même si le prix à payer était élevé. Il a compris que le mal ne disparaît jamais complètement, mais qu'en l'affrontant de front, nous pouvons trouver une paix temporaire, un répit face au chaos. Lucia, à son tour, a appris que même si les ombres du passé peuvent nous hanter, la véritable force réside dans notre capacité à aller de l'avant, à ne pas laisser la peur déterminer qui nous sommes. Elle a découvert qu'en affrontant la douleur et la souffrance, nous pouvons grandir, apprendre à faire face à l'inconnu et éventuellement trouver la liberté. Avant de continuer, si mon contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure oserez-vous écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Dans une ville tranquille du sud de la France, se trouve une école ancienne et imposante, le lycée de Saint-Michel, qui semble dégager une aura de mystère. Construit au XIXe siècle, le bâtiment a une histoire longue et apparemment paisible. Ses élèves, bien que respectueux, parlent toujours des couloirs vides et des ombres qui bougent sans explication. Beaucoup, cependant, ignorent ces histoires, les considérant comme de simples superstitions d'adolescents. Marie, une senior, a toujours été sceptique face à ces légendes. Intelligente, curieuse et concentrée sur les études, elle n'a jamais prêté beaucoup d'attention aux rumeurs concernant l'école. Mais tout a commencé à changer quand, à la veille des vacances scolaires, Marie et ses amis ont été chargés de nettoyer une ancienne salle de l'école pour un événement scolaire. La salle, qui n'a jamais été utilisée, se trouvait à l'arrière du bâtiment, une aile rarement fréquentée par les étudiants. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, une sensation de froid parcourut tout le monde. L'air était lourd et il y avait quelque chose de particulier dans l'atmosphère, comme si l'endroit recelait des secrets que personne ne devrait connaître. Ils ont commencé à nettoyer, mais ont vite réalisé que quelque chose n'allait pas. Les lumières clignotaient de manière erratique et des sons inexplicables surgissaient de nulle part. À chaque pas, le sentiment d'être observé augmentait. Certains des étudiants les plus sensibles ont commencé à devenir visiblement nerveux. Cependant, Marie, conservant sa position rationnelle, insista sur le fait qu'il ne s'agissait que d'un jeu psychologique, jusqu'à ce qu'une silhouette sombre apparaisse à la porte de la pièce. Le regard du personnage était perçant et il semblait observer tout le monde avec une intensité surnaturelle. Alors que la silhouette se dirigeait vers eux, la panique s'est rapidement répandue, mais alors qu'elle se tournait pour avertir ses amis, Marie remarqua qu'il n'y avait personne d'autre. Tout le monde a disparu, la laissant seule, perdue et ne sachant que faire. Quelque chose n'allait vraiment pas et Marie ne savait pas comment échapper aux ombres qui l'entouraient,
désormais. Marie, désormais complètement seule dans la pièce, regardait frénétiquement autour d'elle. Le silence, qui semblait auparavant inoffensif, était désormais oppressant. Le sentiment d'être observée s'est intensifié. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de plus au lycée, quelque chose qui n'était pas humain, quelque chose qui attendait d'être découvert. L'horloge sur le mur semblait s'être arrêtée et le froid s'intensifiait à chaque respiration. Essayant de rester calme, elle quitta la pièce et se dirigea vers le couloir. L'obscurité semblait engloutir la pièce alors qu'elle marchait, et ses pas résonnaient à chaque coin de rue. L'école, qui était normalement pleine de rires et de voix, était désormais vide, comme si le temps s'était arrêté. Marie a essayé d'appeler ses amis, mais le signal de son téléphone portable ne fonctionnait pas, et la ligne était complètement coupée. À chaque pas, la sensation d'inconfort augmentait. Alors qu'elle traversait les couloirs, une porte s'ouvrit toute seule devant elle. Curieuse, Marie entra dans la pièce qui n'était éclairée que par une faible lumière. À l'intérieur de la pièce, l'air était empli d'une odeur de moisissure et d'autre chose, un sentiment de délabrement qui semblait s'être accumulé au fil des années. Au centre de la pièce, il y avait un grand miroir antique, avec un cadre en or vieilli. En s'approchant de lui, Marie remarqua quelque chose d'étrange. Le reflet ne montrait pas son image, mais plutôt une silhouette sombre, aux yeux perçants et au sourire déformé. Elle recula d'un pas, terrifiée, mais la silhouette dans le miroir bougea avec elle. L'air froid l'enveloppa et sans réfléchir, Marie tenta de fuir la pièce. Mais quand il se tourna pour partir, la porte était verrouillée. Les murs commencèrent à se refermer et le son des voix de ses amis disparus commença à résonner dans son esprit. La silhouette dans le miroir, maintenant plus proche, semblait sourire encore plus, comme s'il savait quelque chose qu'elle ne voulait pas comprendre. La panique s'est installée chez Marie alors qu'elle frappait frénétiquement à la porte verrouillée. Elle savait que quelque chose de terrible se passait, mais elle ne parvenait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Les voix de ses amis disparus résonnaient, mais elles semblaient lointaines, comme si elles n'étaient que des fragments du passé. Les murs de l'école se refermaient autour d'elle et le sentiment d'oppression lui donnait l'impression d'être englouti par le bâtiment lui-même. À chaque seconde qui passait, la présence de la silhouette dans le miroir devenait plus forte, plus menaçante. C'est à ce moment-là que la lumière du miroir a commencé à se déformer. La silhouette sombre souriait avec plus de force et ses yeux brillaient d'une manière indescriptible. Le miroir ne reflétait plus la pièce devant lui, mais une autre réalité, une obscurité profonde, comme un abîme sans fin. Marie, ne sachant que faire d'autre, se dirigea vers le miroir, comme si quelque chose en elle l'attirait. Lorsqu'elle toucha le verre froid, un fracas assourdissant l'enveloppa. Le miroir n'était plus solide. Il céda sous son contact, comme une fine pellicule de verre brisé, et soudain, elle fut attirée à l'intérieur. Tout était dans le noir total. Marie se trouvait désormais dans un espace qui n'avait plus de forme, vide de cauchemars et d'ombre. Elle essaya de crier, mais sa voix se perdait dans l'obscurité. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'était plus seule. Les ombres autour de lui commencèrent à bouger et des figures d'anciens étudiants, aux yeux vides et aux expressions désespérées, commencèrent à apparaître. Ils étaient là, comme s'ils étaient piégés au même endroit qu'elle, condamnés à errer à jamais dans les limbes. Parmi les ombres, un léger murmure se fit entendre, des mots incompréhensibles qui semblaient venir d'un endroit lointain, mais en même temps si proche qu'ils la glaçaient jusqu'aux os. La figure du miroir, désormais libérée de son reflet, apparut devant Marie. Son sourire, déformé et malveillant, montrait des dents pointues. La présence de cette créature semblait la consumer de l'intérieur et la peur s'emparait de son corps. Elle voulait s'enfuir, mais ses jambes ne répondaient pas. C'était comme si elle était attirée par les ténèbres elles-mêmes, piégée dans un endroit où le temps n'existait pas et où la mort n'était qu'une illusion lointaine. Marie ressentit un sentiment de terreur indescriptible, comme si elle avait été transportée dans une réalité parallèle, où mort et folie s'entremêlaient en permanence. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle croyait être au bord de la fin, que l'école s'est en quelque sorte révélée à elle.
Le lycée de Saint-Michel n'était pas seulement un bâtiment ancien, mais un portail entre le monde des vivants et celui des morts. L'entité qu'elle avait rencontrée, la silhouette sombre, n'était pas une simple manifestation du mal, mais plutôt une présence créée par un ancien rituel accompli par les étudiants eux-mêmes. L'entité se nourrissait de l'énergie des vivants, et l'école était son terrain de chasse. Marie, désormais plongée dans l'obscurité et entourée de personnages fantomatiques, comprit la gravité de sa situation. L'école n'était pas seulement un lieu d'études, c'était une terre maudite où les âmes perdues des anciens étudiants étaient piégées, condamnées à errer dans l'ombre. L'entité, qui auparavant ne ressemblait qu'à une présence menaçante, se révélait désormais comme un être encore plus ancien et terrible qu'elle ne l'imaginait. Marie a compris que la clé pour échapper à cette prison n'était pas seulement de combattre la peur, mais aussi de comprendre ce qui s'était réellement passé dans cet endroit. Elle se souvenait des histoires que ses professeurs racontaient sur le lycée de Saint-Michel. Des histoires qui ressemblaient à de simples légendes. On parlait d'un certain nombre d'étudiants qui avaient mystérieusement disparu au fil des années, toujours avant de grands festivals ou événements. La vérité cependant était cachée à l'intérieur des murs de l'école, dans d'anciens rituels de magie noire pratiqués par les étudiants en quête de pouvoir. Le miroir, qui était apparemment connecté à l'entité, était en fait un portail reliant le monde des vivants à celui des morts. La peur et le désespoir ont commencé à se transformer en une force que Marie ne reconnaissait pas en elle-même. Elle ne pouvait pas être une autre victime de cet endroit. Elle devait agir, et pour ce faire, il lui faudrait briser le cycle qui avait emprisonné ceux qui, comme elle, s'étaient aventurés là-bas. La première étape consistait à confronter l'entité et à comprendre la nature du mal qui la consumait. Elle se souvint d'un vieux livre de légende que son grand-père lui avait offert lorsqu'elle était enfant. Il y avait une histoire sur la façon dont les âmes peuvent être libérées, mais seulement par ceux qui comprennent vraiment ce qui maintient le mal en vie. À partir de cette révélation, Marie a senti qu'elle pouvait faire quelque chose. Elle savait que le miroir était au centre de toute la malédiction, et si elle parvenait à trouver un moyen de détruire ce portail, les âmes des autres étudiants, ainsi que la sienne, pourraient être libérées. La créature qui l'observait, avec son sourire cruel, le savait, et Marie comprit qu'elle était mise à l'épreuve. Elle devait résister à la peur et au désespoir pour avoir une chance de survie. Déterminée, elle s'avança vers le miroir. Les ombres autour d'elle essayaient de l'entraîner dans l'abîme, mais Marie n'hésitait pas. Elle savait qu'elle devait détruire l'objet qui reliait les deux mondes. Dans un dernier effort, elle toucha le miroir une fois de plus. Mais cette fois, elle ne fut pas attirée. Au lieu de cela, la surface du miroir s'est fracturée, se brisant en 1000 morceaux. Lorsque le miroir s'est brisé, toute l'école a semblé trembler. La présence de l'entité a commencé à s'affaiblir et les ombres qui l'entouraient autrefois ont commencé à se dissiper. Les âmes piégées, y compris celles de leurs amis disparus, commencèrent à disparaître pour finalement être libérées. Marie sentit une vague de chaleur parcourir son corps, comme si elle revenait dans son monde. L'école, désormais apparemment silencieuse, a commencé à se transformer. L'air lourd et glacial se dissipa et la sensation de claustrophobie fut remplacée par une légèreté presque réconfortante. Marie, bien qu'épuisée, était vivante. Elle avait gagné la bataille, mais non sans conséquence. Les ombres qui hantaient le lycée de Saint-Michel étaient désormais apaisées, et elle aussi. Cependant, Marie savait que rien ne serait plus jamais pareil. Ce qu'elle avait vécu l'avait changée à jamais. La lumière du matin pénétrait timidement les fenêtres du lycée de Saint-Michel, comme si le soleil hésitait à éclairer ce qui s'était passé cette nuit-là. Le bâtiment semblait silencieux, enfin libéré de la présence oppressante qui le dominait. L'air, désormais frais et pur, contrastait avec la tension ressentie par Marie les heures précédentes. Elle était seule, mais pas complètement. Quelque chose en elle avait changé, comme si l'expérience avait laissé des marques indélébiles qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle traversa les couloirs silencieux de l'école, les échos de ses pas comblant le vide. Les autres étudiants, qui
qui parcouraient ces mêmes couloirs étaient désormais absents, comme si leur vie avait été écourtée sans avertissement. Mais Marie savait que, d'une manière ou d'une autre, elle avait libéré non seulement elle-même, mais aussi les âmes piégées dans cette prison. L'école semblait désormais n'être qu'un endroit vide, sans l'énergie de l'ombre qui l'avait consumée. Alors que vous passiez devant la pièce où tout a commencé, le miroir brisé était toujours là, maintenant juste un tas de verre brisé. La lumière semblait briller plus intensément sur les pièces éparpillées sur le sol. Le miroir, qui était autrefois le portail entre les mondes, semblait désormais insignifiant, simple objet brisé qui n'avait plus de pouvoir sur personne. Mais alors que Marie s'approchait des éclats, une sensation de froid l'enveloppa à nouveau, et une dernière vision de la silhouette sombre apparut brièvement dans son esprit. Elle cligna des yeux et l'image disparut, lui laissant un sentiment de soulagement, mais aussi de malaise. L'école, désormais apparemment normale, était dépourvue de tout signe de la présence qui la dominait auparavant. Cependant, ce que Marie ressentait n'était pas un simple soulagement. C'était comme si elle avait franchi un seuil, quelque chose d'irréversible. L'école était paisible, mais elle savait que les cicatrices de son expérience resteraient avec elle pour toujours. Bien qu'il ait libéré des âmes, cette expérience a laissé une profonde marque en lui. Elle ne serait plus jamais la même. L'histoire du lycée de Saint-Michel restera dans les mémoires, mais pas comme une légende. Ce n'était pas seulement une histoire d'horreur, mais quelque chose de réel et d'incompréhensible, un morceau de l'abîme qui, l'espace d'un bref instant, s'ouvrait devant elle. Le sentiment que le mal n'était pas complètement vaincu, mais simplement endormi, persistait dans son esprit. Elle n'oublierait jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. À sa sortie du lycée de Saint-Michel, Marie sait que ce qu'elle y affronte l'a transformée, mais aussi renforcée. Les ombres qui la terrifiaient autrefois n'étaient plus que de lointains souvenirs. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange sensation que quelque chose se cachait, attendant juste le bon moment pour se manifester à nouveau. Elle est revenue à sa vie, mais au fond, elle savait qu'elle avait appris quelque chose qu'aucun livre ni professeur ne pouvait enseigner. Le monde qui l'entourait semblait le même, mais elle ne le regardait plus avec les mêmes yeux. Chaque ombre, chaque coin sombre semblait cacher quelque chose qu'elle connaissait déjà bien. Le mal ne disparaît jamais complètement. Il se cache, attendant que le bon moment réapparaisse. Marie, désormais plus mature et plus consciente de ce que le monde pouvait cacher, n'a plus jamais été la même fille. Mais elle était prête à relever tous les défis qui se présentaient, car elle savait qu'au fond d'elle-même, les ombres étaient réelles, tout comme le courage d'y faire face. Le lycée de Saint-Michel, enfin apaisé, poursuivra son chemin, mais pour Marie, la terreur qu'elle affronte ne sera jamais complètement oubliée. Les années passent, Marie avance dans sa vie, mais le lycée de Saint-Michel ne quitte jamais son souvenir. Parfois, dans ses rêves, elle recommençait à parcourir les couloirs vides de l'école, comme si elle était appelée à affronter ce qui restait derrière elle. Mais elle savait, avec une clarté qu'elle ne perdrait jamais, que n'importe quelle obscurité pouvait être affrontée. Ainsi, l'histoire de l'école et de ses ombres, du miroir et des âmes perdues, s'est transmise de génération en génération pour rappeler les forces invisibles qui cohabitent aux côtés de la réalité. Marie savait que la terreur ne disparaîtrait jamais complètement. Il attendait patiemment que ceux qui étaient assez courageux pour le défier.